Alors donc je commence maintenant parce on s'est donné 1 heure jusqu'à 15h15, mais peut-être comment dire qu'on dépassera un petit peu. Donc c'est pas grave si certaines ou certains doivent partir à 3h15 parce que comme vous le savez, je l'enregistre de toute façon et je le mettrai sur la page YouTube où vous avez déjà mes cours. Hein, donc comme ça, tout le monde pourra en profiter pour que vous puissiez réviser jusqu'à jeudi prochain. Donc alors on est ici dans la séance de révision, hein, c'est une séance un peu de supervision, donc de ce que l'on a vu ensemble pendant tout le semestre. Hein. Et donc, attendez, je laisse encore les derniers arriver. Et donc, on va revoir les points principaux, hein, selon le plan que je vous ai envoyé. Donc, les points principaux en 7 séances, en 7 séquences, hein, si vous voulez. Et vous avez reçu le plan. Hein. Donc ces 7 séquences de ce cours d'histoire des relations internationales qu'on a eu ensemble ce semestre vont comporter une première tranche qui est 1914-1929. Vous avez une carte qui y correspond. Ensuite, deuxième séquence, la période des années 30, 30-39. La troisième, c'est évidemment la Seconde Guerre mondiale, 39-45. La quatrième période de 47 à 56, les débuts de la guerre froide, hein, et évidemment toute la période des premières révoltes dans le camp socialiste, ça c'est 47-56. Ensuite on a une longue séquence qui va de 56 à 81, c'est la cinquième, hein, c'est-à-dire tout ce qui va succéder, si vous voulez, à la mort de Staline, la déstalinisation, les périodes de détente, les périodes de tension à nouveau internationale. Hein. Sixième séquence, c'est 81-89, c'est-à-dire en gros la fin de l'URSS et la fin du communisme, hein, si vous voulez. Ça, c'est la période 81-89. Et on termine avec une septième séquence qui donc va concerner la période de 1989 à 2001, hein, puisque je vous rappelle qu'on a terminé notre chronologie en 2001 avec évidemment les attentats du 11 septembre, hein, qui marquent vraiment la fin d'une période et le début d'une autre, dans laquelle nous sommes toujours, hein, c'est-à-dire ce monde multipolaire. Voilà. Alors, donc, tout le monde est bien là. Je vois Yola, je vous vois parce que vous avez activé votre webcam. Mais bon, généralement, pour que le streaming fonctionne bien, on coupe le son et on coupe la webcam. Mais vous faites comme vous voulez. Moi, vous êtes libre, hein, ça ne me dérange pas. Alors, juste avant de commencer, quelques rappels. Je l'enregistre, donc ce sera mis en ligne, donc comme ça vous pourrez la revoir, la réécouter, hein, cette séance. Et je vous rappelle que le partiel donc est la semaine prochaine. Hein, je vous ai donné les détails de son organisation, c'est-à-dire que c'est comme les autres partiels que vous avez dû avoir en période de confinement, y compris l'année dernière. Hein. Je vous envoie les fameuses 10 questions, notées 2 points chacune, avec les modalités pour y répondre. Vous pouvez le faire, bien sûr, au moment où je l'enverrai jeudi prochain, donc à 15h30, donc auquel cas vous me rendrez le travail pour 17h. C'est évidemment, et là on est sur une base de confiance, puisqu'on ne peut pas faire autrement vu la nature. Oui, je l'envoie Maya, je l'envoie par mail, tout à fait, bien sûr. Hein, donc, ce partiel, donc vous pouvez le faire en temps limité, en vous organisant vous-même. Soit vous le faites tout de suite, effectivement, donc ça veut dire que vers 17h, vous me le rendez, ça fait 15h30, 17h, puisqu'il y a 1h30 pour le faire, hein. Ou sinon, vous pouvez vous organiser chez vous, vous le faites, bon, évidemment, en temps limité, je vous fais confiance, évidemment, de toute façon, depuis le début de la pandémie et que ce cours est, comme d'autres, confiné ou pas, puisque bon,
Évidemment, les TD ne l'étaient pas ce semestre-ci. Donc, vous pouvez le faire comme vous voulez, dans la mesure où je donne la date limite, c'est le lundi 20 décembre, inclus, hein, mais dernière date possible. Hein. Alors ensuite, je corrigerai tout, je vous enverrai les notes, je pense, avant Noël, hein, parce que donc jetez un œil sur vos boîtes mail quand même pendant les vacances, et ensuite je le saisirai bien sûr sur l'application du BET. Hein, voilà. Et j'enverrai peut-être aussi un petit corrigé aussi papier, enfin que vous pourrez récupérer. Donc voilà pour le partiel. De toute façon, ça fera l'objet d'un rappel technique sur ces modalités que je ferai en début de semaine prochaine. Hein. Et donc jeudi 16, eh ben, de 15h30 à 17h, vous pourrez le faire, donc soit directement, hein, ou alors en vous organisant en temps limité chez vous. Je rappelle, parce que je crois que j'ai une d'entre vous qui est en temps majoré, hein, donc dans la section comment dire, d'assistance aux étudiants de mission handicap. Hein. Donc pour vous, évidemment, vous le faites avec le temps qui vous est imparti en plus. Hein. Bien sûr, hein, il n'y a aucun problème. Hein. Vous n'avez pas besoin d'aller vous rendre à la mission handicap à Paris 3 pour le faire dans une salle. Hein, évidemment, puisqu'on est dans le contexte lié à ce cours. Hein, voilà. Si vous avez d'autres questions, vous pourrez me les reposer. Alors, donc, on attaque tout de suite avec nos séquences, parce que ça fait quand même en un peu moins d'une heure, presque un siècle d'histoire à revoir. Alors, évidemment, je ne vais pas, comment vous dire, on va pas revoir en détail toutes les périodes en question, parce que c'est évidemment impossible en une heure, hein. Mais je vais vous redonner les grands points. Hein. L'idée de cette séance de révision, c'est que vous puissiez avoir une vision de synthèse, en fait, des 7 grandes périodes que j'ai dégagées. Hein. Donc et donc bien sûr, je vous enverrai les fiches qui correspondent. Hein. Il y en aura 7, hein, avec les grands points principaux. C'est pour vous donner une image de synthèse, une image panoramique des périodes en question, hein, pour que vous puissiez vous y retrouver mieux. Hein, sachant que le fait qu'on ait été, comment dire, dans un système de cours maintenu en visio, donc évidemment, n'est pas forcément l'idéal. Hein. Moi, je suis comme vous, j'aurais bien aimé vous voir, hein, en vrai, au moins une fois. Bon, ben voilà, plus vous voyez, malheureusement, au jour où on enregistre ça, le 9 décembre, la situation sanitaire s'est à nouveau dégradée. Donc de toute façon, même si on aurait pu imaginer qu'on puisse faire ce partiel dans une salle, c'était, je pense que ça aurait vraiment même pas été possible. Voilà. Alors, la première partie, donc 1914-1929, donc le premier document, hein, que je vous ai donné avec la carte. Hein, vous vous souvenez, cette carte, on l'avait eue dans le premier cours. Hein, ça vous représentait le monde tel qu'il était avant 1914. C'est-à-dire, vous savez, les anciennes relations internationales qu'on avait vues. Hein, puisqu'en fait, la bisectrice de tout ce cours, c'est de vous montrer un peu ce qu'étaient les relations internationales, quelles étaient leur nature avant 1914, ensuite le premier monde qui va se reconstruire au début des années 20, hein. Ensuite, ce qui se passe après la guerre froide, avec de nouvelles relations internationales, hein, qui vont s'organiser, bien sûr, sur la bipolarisation du monde, hein, entre le camp communiste d'un côté, hein, URSS, Chine ensuite, hein, et de l'autre côté, les États-Unis et leurs alliés, pour faire simple. Et puis enfin, hein, évidemment, ce qui se passe après la chute du communisme, c'est-à-dire en 1989-90, hein, et les nouvelles relations internationales qui se mettent en place à ce moment-là. Et puis on termine, hein, avec ce qui se passe après 2001 et la naissance, cette fois-ci définitive, d'un monde multipolaire. Hein, voilà. Alors, donc, première partie, ce qui caractérise, hein, si vous voulez, ce vieux monde avant 1914, alors retenez bien, hein, que c'est un monde divisé, si vous voulez, entre des empires d'un côté, hein, et quelques vieilles démocraties de l'autre. En tout cas pour l'Europe, hein, puisque c'est l'Europe qui, avec ses empires coloniaux, hein, si vous voulez, domine, hein,
bonne partie de ce monde. Hein, c'est donc l'Empire allemand, hein, je vous rappelle qu'il a été créé en 1870, il est récent. C'est l'Empire d'Autriche-Hongrie, qui est un vieil empire qui remonte, si vous voulez, presque au Moyen-Âge. Hein, donc l'Empire d'Autriche-Hongrie a comme monarque François-Joseph, qui est au pouvoir depuis 1848. En Allemagne, c'est Guillaume II, hein, qui lui est au pouvoir depuis, alors non pas 1870 bien sûr, mais depuis le début du XXe siècle. Hein. L'Empire russe, avec Nicolas II, hein, qui est au pouvoir depuis 1896, hein, et l'Empire ottoman, hein, qu'on trouve au sud, hein, qui donc lui a un pied, une petite partie en Europe, mais qui est essentiellement en Asie centrale, l'Empire ottoman, donc il deviendra la Turquie en 1923. Hein. Et puis gravitent autour de tout cela de très vieux empires que on va trouver en Orient, hein, l'Empire japonais, l'Empire chinois, hein, et puis de l'autre côté, donc les démocraties, les vieilles démocraties européennes, qui sont les deux plus grands empires coloniaux de la période, c'est-à-dire la France, hein, d'une part, qui est une république depuis 1870, et la Grande-Bretagne, hein, vieille monarchie parlementaire. Hein. Et puis de l'autre côté, alors je ne redétaille pas parce que bien sûr nous n'avons pas le temps, hein, souvenez-vous, vous avez les États-Unis, hein, qui sont une puissance émergente, hein, et puis donc évidemment l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, hein, qui est en plein décollage parce qu'elle sort tout juste, hein, depuis le 19e siècle de sa période coloniale. Hein. Puis bien sûr vous avez le Canada qui fait partie de l'Empire britannique, l'Australie. Hein. Voilà à peu près pour le tableau général. J'ai pas évoqué l'Inde parce qu'elle aussi fait partie, hein, de l'Empire colonial britannique. Et n'oubliez pas l'Afrique aussi dans tout cela, hein, une Afrique qui est essentiellement, voire à plus de 90%, dominée par des empires coloniaux, hein, partagés essentiellement entre la France, hein, l'empire colonial français, et l'empire britannique, et également d'autres quelques possessions, notamment par l'Allemagne, notamment. Hein, voilà, il y a pratiquement aucun État indépendant dans l'Afrique. Hein. Alors, le système des relations internationales de cette période-là s'organise, si vous voulez, avec des alliances militaires. Alors, ces alliances militaires vont avoir des limites, puisqu'en fait, c'est une redoutable logique de ces alliances militaires qui vont mener à la guerre de 14-18. Cette guerre de 14-18, vous verrez, je vous en rappelle le processus, hein, dans la fiche que vous aurez. Hein, pourquoi est-ce que cette guerre éclate? D'abord parce qu'il y a des gros antagonismes économiques, hein, entre, disons, les démocraties de l'époque et tout ce bloc d'empires que je viens d'évoquer. Hein. Ça, c'est un premier aspect, hein, qui est important. Et puis, évidemment, en plus de ces dissensions économiques, il y a tout ce système des alliances, de rivalité et de volonté d'extension de ces fameux empires. Et c'est quand même parce que l'étincelle va avoir lieu dans les Balkans, c'est-à-dire celle qui va provoquer à Sarajevo, hein, en Bosnie, qui est un petit État qui a été conquis par l'Empire d'Autriche-Hongrie en 1908. Hein, à Sarajevo, eh bien l'héritier de l'Empire, hein, le futur successeur de l'empereur François-Joseph, est assassiné. Hein. L'enquête va montrer rapidement que cet assassinat a été organisé en fait par la Serbie, hein, qui est un tout petit État indépendant voisin de la Bosnie. Et c'est ça qui va être l'étincelle qui va déclencher la guerre de 14. Alors, retenez bien à nouveau l'enchaînement qui déclenche cette guerre de 14-18. On a l'impression presque d'un enchaînement machiavélique, hein, diabolique si vous voulez, hein, puisque l'Autriche-Hongrie, bien sûr, suite à cet assassinat donc, qui a lieu à l'été 1914, hein, eh bien, va en profiter, si je puis dire, pour utiliser ça comme un prétexte pour déclarer la guerre à la Serbie voisine. Hein, l'Autriche-Hongrie, c'est un empire énorme, hein, je vous renvoie aux cartes que je vous ai envoyées. La Serbie, c'est un tout petit État, et s'imagine, l'Autriche-Hongrie, qu'elle va pouvoir rapidement envahir la Serbie voisine. Pourquoi? Parce que cet empire d'Autriche-Hongrie souhaite s'étendre vers le sud, tout comme l'empire russe, d'ailleurs, au XIXe siècle aussi, avait les mêmes objectifs. Hein. C'est un peu une tendance générale de la géopolitique de cette époque-là. Alors, ce qui se passe ensuite,
eh bien, c'est que, à cause de ces alliances militaires, justement, eh bien, la Serbie va faire appel à un État avec qui elle avait fait une alliance militaire de protection, qui est l'immense empire russe, la Russie de Nicolas II. Et donc, la Russie, bien sûr, va aller au secours de la petite Serbie attaquée par l'Autriche-Hongrie, et elle va donc déclarer la guerre à l'Empire d'Autriche-Hongrie. Seulement voilà, l'Autriche-Hongrie avait conclu tout un tas d'alliances militaires avec tout un tas d'autres États, d'autres empires, notamment l'Allemagne, bien sûr, mais aussi l'Empire ottoman. Et donc, l'Allemagne, donc, pour protéger l'Autriche-Hongrie, évidemment, puisque la Russie lui a déclaré la guerre, donc l'Allemagne va déclarer la guerre, bien sûr, à l'Autriche-Hongrie. Elle va déclarer la guerre évidemment, et l'Autriche-Hongrie, évidemment, déclare la guerre à la Russie. Et la France et la Grande-Bretagne, c'est pour ça qu'on va vers une guerre mondiale, déclarent la guerre à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie. Pourquoi? Eh bien parce que la France et l'Allemagne avaient conclu, avant 1914, une alliance de revers avec l'Empire russe. Si tant et si bien, et j'essaie de faire le plus simple possible, on a donc deux camps, si vous voulez, la France, la Grande-Bretagne et l'Empire russe qui sont dans le même camp, si vous voulez. Et de l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle les empires centraux, c'est-à-dire l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne et l'Empire ottoman. Donc par ce jeu d'alliance que je viens de vous expliquer, eh bien, nous avons donc un conflit déjà régional qui se déclare et qui deviendra définitivement mondial en 1917. Pour quelle raison? Parce qu'en 1917, si vous voulez, les États-Unis vont rejoindre la France et la Grande-Bretagne dans le conflit. C'est pour ça qu'on parle d'une guerre mondiale, alors que la Russie, parce qu'il va y avoir la révolution bolchevique, va se retirer du conflit. Donc c'est une guerre qui quand même est principalement celle-là européenne, si vous voulez, à la base. La Deuxième Guerre mondiale, elle est vraiment planétaire. La première, elle est quand même très ramassée sur l'Europe et sur le Proche-Orient, si vous voulez. Voilà, ça c'est une différence à reconnaître. Je ne redétaille pas plus le jeu des alliances, vous le retrouverez dans les fiches. Et bien sûr, si vous avez des questions subsidiaires à me poser entre la séance d'aujourd'hui et le partiel, il ne faut pas hésiter, je relève mes mails tous les jours, je suis là et je répondrai à chacune de vos questions, bien sûr. Alors, cette guerre dure 4 ans, je vous rappelle le bilan humain, plusieurs millions de morts, presque 2 millions de morts pour l'Allemagne, 1,5 million, voire plus pour la France, beaucoup de destruction civile et militaire, notamment. Je vous rappelle qu'on a un front gigantesque de largement plus de 1000 km entre la France et l'Allemagne pendant 4 ans, avec de grandes batailles, Verdun, tout ça. Bon, je ne redétaille pas tout le conflit mondial. Mais à l'issue de tout cela, eh bien, c'est la victoire donc des puissances occidentales, c'est la victoire des démocraties, si vous voulez, contre les empires. Et on va donc remodeler la carte que je vous ai dessinée tout à l'heure à la faveur de ce qu'on va appeler la conférence de la paix de Versailles de 1919-1920. Et là, je vous demande de bien retenir les traités de paix principaux qui vont remodeler cette carte. Ces traités sont d'abord celui signé avec l'Allemagne, le traité de Versailles, le 28 juin 1919, c'est celui aussi où on va qui contiendra un chapitre spécifique concernant les réparations de guerre que l'Allemagne devra payer. Le 10 septembre 1919, vous avez le traité de Saint-Germain qui est signé avec l'Autriche. N'oubliez pas que la grande conséquence de cette guerre de 14-18, c'est le démantèlement de l'Empire d'Autriche-Hongrie. L'Empire d'Autriche-Hongrie, qui occupait un énorme territoire, n'existera plus après la guerre de 14-18. Ça, il faut bien le reconnaître, puisque c'est à cause de sa dissolution, si vous voulez, en gros, que va naître la carte de l'Europe moderne, plus précisément de l'Europe centrale moderne. Donc ça, retenez-le bien, c'est important. Ça fait partie des choses importantes de cette période. 28 juin 1919, traité de Versailles. 10 septembre 1919, traité de Saint-Germain avec l'Autriche. 4 juin 1920, beaucoup plus tard, c'est le traité de Trianon avec la Hongrie.
hein. Le 4 juin 1920, je vous rappelle rapidement pourquoi, parce que, je vous rappelle qu'en 1917, il y a la révolution bolchevique, que la révolution bolchevique, donc qui va créer l'URSS communiste, a vocation à être mondiale, et que en effet, si vous voulez, lors de l'année 1919, il y a une tentative de révolution bolchevique en Hongrie qui échouera. C'est ce qui retarde la signature du traité de paix par les Hongrois. C'est pour ça qu'il sera signé le 4 juin 1920. 27 novembre 1919, donc toujours sur l'année 19, c'est le traité de Neuilly, signé avec la Bulgarie. Bulgarie, petit royaume des Balkans, seul allié des puissances centrales pendant la Première Guerre mondiale. C'est important de le savoir. Et puis le 10 août 1920, c'est le fameux traité de Sèvres, qui aura ensuite un autre traité qui sera le traité de Lausanne, qui va donner naissance à la Turquie moderne. C'est le démembrement, je vous avais montré la carte, de l'Empire ottoman, ce qui est intéressant parce que le démembrement de l'Empire ottoman a donné naissance à la carte du Proche-Orient actuel. Qui, comme vous l'avez remarqué, depuis quand même plusieurs maintenant décennies, disons peut-être depuis le début des années 90, c'est quand même pas mal secoué par différents conflits. Je n'y reviens pas, on l'a développé. Alors, cette nouvelle carte qui naît de l'Europe, qu'est-ce que c'est? On a des États agrandis comme la Roumanie, qui était un petit État tout petit avant la Première Guerre mondiale. Il y a des États qui avaient disparu et qui réapparaissent, comme la Pologne. La Pologne, elle avait disparu en 1815. C'était le Grand-Duché de Varsovie qui avait créé Napoléon Ier. Donc un siècle après, plus d'un siècle après, on recrée une Pologne. Si vous voulez. Au nord, vous avez 3 petites républiques baltes, des petits États baltes qui vont être indépendants jusqu'en 1939, puisque vous savez qu'avec le pacte germano-soviétique, Staline va les envahir, la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie. Au centre, on a un État qui n'existait pas avant, qui rassemble les Slaves du centre, si vous voulez, c'est-à-dire à la fois les Tchèques et les Slovaques. On l'appellera la Tchécoslovaquie. C'est un État qui n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on a à nouveau une Tchéquie, si vous voulez, capitale Prague, et une Slovaquie, capitale Bratislava. À cette époque-là, les Tchèques et les Slovaques sont mis ensemble pour créer la Tchécoslovaquie. Ce sera un État qui sera un des piliers du système diplomatique des années 20 et des années 30 des Occidentaux en Europe centrale. Au sud, on a ce grand État des Slaves du Sud, justement tous ces petits États, là, la Bosnie, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la Serbie, etc., on les met tous ensemble, c'est l'État des Slaves du Sud, c'est un État qui sera une monarchie, et qui, comme vous le savez, ensuite, pendant la période de la guerre froide, deviendra un État fédéral, la fédération yougoslave, ce sera un État non aligné, ni communiste, ni capitaliste, dirigé par Tito. Important, la Yougoslavie, on la retrouve dans toute l'histoire du XXe siècle. Un royaume pendant l'entre-deux-guerres, la Yougoslavie, et ensuite un État donc qui sera fédéral pendant la période de la guerre froide, qui va être dissous par une guerre civile terrible, je vous le rappelle, qui dure de 1990 à 2000, qui fera au moins 200 000 morts. C'est la guerre de dissolution de la Yougoslavie. Et aujourd'hui, les Balkans, à l'heure actuelle, sont redevenus, on retrouve la carte à peu près qu'il y avait il y a à peu près un peu plus d'un siècle, avant la guerre de 14. Ce sont tous des petits États indépendants. Vous le savez, il y a une Croatie, il y a une Serbie, il y a une Bosnie-Herzégovine. Tous ces États sont redevenus indépendants. Je n'insiste pas, on n'a évidemment pas le temps de se replonger là-dedans. L'Allemagne, donc l'Empire allemand, devient une république, on l'appelle la République de Weimar. La République est proclamée aussi en Hongrie, il y aura un régent, parce que ce sera un État autoritaire, et donc ce régent s'appellera le régent Horthy. L'Autriche, donc, qui est devenue un tout petit État situé au sud de l'Allemagne, eh bien l'Autriche deviendra une république, elle aussi, capitale Vienne, et la Bulgarie, qui était alliée, le seul allié des puissances centrales pendant la Première Guerre mondiale, la Bulgarie sera toujours une monarchie, mais ce sera une monarchie parlementaire. Alors, pour que tout cet ensemble se mette en place, donc on crée des traités de paix, je vous en ai donné la liste, et je vous redonne la définition d'un traité de paix que vous avez déjà dans vos fiches. C'est une convention conclue entre des chefs d'État, une convention conclue entre des chefs d'État, un traité de paix. C'est un texte juridique, bien sûr, il y a une succession d'articles, comme dans tout texte juridique, et ce texte juridique règle les litiges entre deux États ou plusieurs groupes d'États.
hein. Donc, une convention conclue entre des chefs d'État, un texte juridique qui règle des litiges entre deux États ou plusieurs groupes d'États. Voilà. Alors, la nature des relations internationales dans les années 20, puisqu'on accélère un peu, hein, mais je vous rassure, hein, il y a des fiches qui correspondent à ça, donc vous les aurez, je vous les montre, hein, de toute façon, j'invente rien, hein, si je puis dire, je vous restitue, hein, bien sûr, ce que vous aurez pour vos révisions, hein. Il faut quand même revoir les cours ou revoir les fiches vidéo, peut-être certains me l'ont demandé. C'est un bon moyen de mémoriser aussi ces petites fiches vidéo qui résument, hein, si vous voulez, le cours d'1h30 ou d'1h 45 parfois que j'ai enregistré, hein. Alors, la nature des relations internationales dans les années 20, qu'est-ce qui va se passer? Les années 20, si vous voulez, c'est le triomphe des démocraties dans le monde. Hein, parce que bien sûr, les empires centraux ont été vaincus, hein, si vous voulez. Mais il va subsister pendant toute cette période-là des période de trouble. On va reconstruire l'économie, hein, surtout essentiellement européenne, donc c'est une période de redécollage économique, hein. Il y a eu d'abord une petite crise de reconversion économique et ensuite c'est la relance, hein, si vous voulez, des industries, donc l'économie se remet en place, hein. Il y a une frénésie, si vous voulez, qui va durer dans ce qu'on appellera les années folles, hein. Alors vous voyez, nous sommes dans les années 20 du 21e siècle, là maintenant on ne peut pas dire que, il y a quand même une sacrée différence entre ces deux périodes, hein. On n'est pas du tout dans la même ambiance, mais évidemment, il faut reconnaître que la pandémie que historiquement on subit actuellement a des conséquences qu'on est loin d'avoir encore terminé de déterminer, hein. Mais les menaces des années 20, donc, de cette première partie de l'entre-deux-guerres, hein, ça va être de contenir autant que possible l'extension de la révolution bolchevique. En effet, cette révolution bolchevique, qui est le premier des trois totalitarismes du XXe siècle, hein, ne l'oubliez pas, c'est le XXe siècle et le siècle, hélas, des totalitarismes qui vont s'affronter, évidemment, dans la Seconde Guerre mondiale, hein. Le premier de ces totalitarismes, c'est donc le communisme, hein, dont on a peur de l'extension, c'est ça dans les années 20. Puis après, vous le savez, à partir de 1922, il y a Mussolini qui installera le fascisme en Italie, puis ensuite 1933, c'est Hitler avec le nazisme en Allemagne. Donc, on va tenter par tous les moyens de garder les acquis de cette victoire démocratique, hein, donc pendant l'entre-deux-guerres, donc en se prémunissant au maximum, hein, de la menace que représente l'extension de la révolution bolchevique. Parce que très rapidement, après Lénine, en URSS, va s'imposer un personnage qui va installer un pouvoir personnel dans le communisme, si vous voulez, qui s'appellera Staline. Staline, si vous voulez, c'est pratiquement 30 ans de pouvoir, hein, d'un pouvoir terrible, hein, extrêmement répressif et qui va transformer la vieille Russie impériale, hein, en une immense machine, si vous voulez, une énorme puissance industrielle et militaire. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est extrêmement important et ça fait très peur aux Occidentaux, hein, pendant toute la période des années 20 au moins. On veut aussi éviter donc qu'il y ait un retour de la puissance allemande, parce qu'on sait bien que l'Allemagne, accablée de réparations, etc., va avoir tendance à vouloir un retour de sa puissance, hein. Et c'est ce que fera d'ailleurs, ce que fera Hitler, hein, dans les années 30, ne serait-ce qu'en récupérant le seul pays majoritairement à langue germanique de la région, qui sera l'Autriche, hein, qui sera, comme vous le savez, annexée en mars 1938. Et puis donc par tous les moyens, bien sûr, maintenir et consolider donc ce système démocratique. Alors, ce qui se passe dans les années 20, pas grand-chose à retenir, je vous épargne ça. Retenez surtout qu'il y a la première crise internationale qui commence, hein, qui a lieu, si vous voulez, durant cette période. La première qui arrive au XXe siècle, c'est l'invasion de la Ruhr en 1923, retenez-le bien, janvier 1923. Qu'est-ce que c'est que l'invasion de la Ruhr, rapidement? C'est essentiellement la France qui va réenvahir, si on peut dire, toute la partie du bassin minier et industriel de l'Allemagne, qu'on appelle la Ruhr. Pourquoi? Parce que l'Allemagne, évidemment, qui a beaucoup de réparations de guerre à payer, ne pourra pas les payer, ne peut pas les payer. Et donc, le premier ministre, le président du Conseil de l'époque, s'appelle Poincaré, qui a été le président de la République française pendant toute la guerre de 14-18, un personnage, comment dire, si vous voulez, on dirait aujourd'hui droit dans ses bottes, hein, vraiment très radical, hein. Ce personnage donc se dit, on va faire une opération unilatérale, comme on dirait aujourd'hui.
on va s'emparer du bassin minier allemand pour simplement faire tourner l'industrie allemande à notre profit pour que l'Allemagne paye ses réparations. Ça crée une crise internationale énorme. N'oubliez pas que ce qui régit ce monde du début des années 20, c'est l'ancêtre de l'ONU, qu'on appellera la Société des Nations, la SDN, et c'est la première crise que doit affronter la SDN. Évidemment, la SDN n'a pas de moyens de pression comme à l'ONU à l'heure actuelle. Donc bien sûr, c'est une crise importante, et ce sont les États-Unis qui pourtant se sont retirés, comment dire, de la scène internationale, puisque dans l'isolationnisme après 1919, sont les États-Unis qui vont sortir l'Allemagne et l'Europe en tout cas de cette crise, tout simplement en 1924 en accordant à l'Allemagne un prêt en dollars qu'on appelle le plan Dawes pour que l'Allemagne puisse payer ses réparations. 1924, donc plan Dawes. 1923, première crise internationale, invasion de la Ruhr. 1924, résolution du problème avec ce plan que les États-Unis donnent, d'aide financière que les États-Unis accordent à l'Allemagne, le plan Dawes, D-A-W-E-S, 1924. Et 1925, si vous voulez, c'est ce qu'on appellera les accords de Locarno. Ça aussi, retenez-le, c'est la normalisation des relations franco-allemandes et européennes. C'est la stabilisation d'un monde, du monde post-Première Guerre mondiale. Les accords de Locarno, revoyez-le bien dans les fiches. Voilà, ça c'est vraiment les trois choses importantes à retenir sur les années 20. Je vous fais grâce de toute la kyrielle de conférences internationales qui, évidemment, concernaient la question essentiellement des réparations allemandes. Ces années 20, vous le savez, se terminent assez mal. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grande crise économique, une crise de surconsommation, de surproduction qui a lieu, grande crise monétaire, aussi effondrement de la monnaie, effondrement du dollar. Et ça se produit, vous le savez, en 1929, lors du fameux Octobre Noir, à Wall Street. Énorme crise qui évidemment va précipiter l'Allemagne, qui avait son économie très liée avec les États-Unis, forcément à cause de ce prêt en dollars. Donc l'Allemagne va être la première à basculer dans cette immense crise. Et après, comme vous le savez, c'est l'enchaînement des crises, l'enchaînement de tous les pays, les uns après les autres. Et c'est la fin de la belle période des années 20, si on peut dire, avec la période des années 30, où bien sûr, quand il y a des crises, quand il y a des situations de difficultés sociales, économiques, etc., qu'est-ce qui se passe? Et vous le savez, parce que, hélas, vous êtes pourtant jeune, mais vous avez dû le voir quand même sur les 10 dernières années, en tout cas depuis 2008, la autre grande crise qui a frappé le monde à cette époque-là, c'est évidemment la résurgence des extrémismes et des tensions sociales diverses, qui fait que, effectivement, assez rapidement, eh bien, en Allemagne, ça va permettre la victoire des nazis le 30 janvier 1933. Et ça nous fait rentrer donc dans la deuxième fiche, et donc je tiendrai, ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude de le faire. Je pense qu'on aura quand même à peu près tout balayé. Peut-être qu'on dépassera d'un quart d'heure, mais je pense arriver à tenir le temps. Alors cette période des années 30, si vous voulez, qui s'ouvre, bon, alors évidemment, il faut noter un certain nombre de points. D'abord, on a une Europe et le monde ensuite qui sont profondément frappés par le début des conséquences de la crise donc de 1929. Toute la partie, si vous voulez, de l'Europe centrale, qui était avec des États démocratiques pro-occidentaux, rappelez-vous, eh bien, va progressivement, à la fois sous la menace de la remontée de la puissance allemande, surtout à partir de 1933 avec Hitler, et bien sûr la menace que fait peser l'Union soviétique de Staline, qui ne cesse de se développer, eh bien, tous ces États, les uns après les autres, vont redevenir des dictatures ou des États autoritaires. En Pologne, il y aura un État dirigé par le maréchal Piłsudski de 1926 à 1935, donc un État autoritaire dirigé par un militaire et d'autres militaires ensuite. Donc évidemment là, parce qu'il y a quand même cette menace de l'Union soviétique, bien sûr, qui se fait jour de plus en plus. N'oubliez pas que comme l'Union soviétique les soviétiques sont sortis de la guerre de 14-18 en 1917 à la faveur de la révolution bolchevique, ils ont conclu une paix blanche avec l'Allemagne, l'Empire allemand à l'époque, qu'on appelle la paix de Brest-Litovsk. Mais l'Allemagne, en échange de cela, a perdu énormément de territoire
enfin a gagné, pardon, énormément de territoire par rapport à l'URSS. Donc ce qui fait que Staline souhaite avant tout, et c'est pour ça aussi qu'il s'alliera avec Hitler en août 1939 avec le pacte germano-soviétique, Staline va souhaiter avant tout récupérer une bonne partie des territoires perdus, d'où l'idée du démembrement de la Pologne, qui aura lieu dès 1940, et également de l'invasion des 3 petits États baltes et de la Moldavie, qui faisait partie de la Roumanie avant. Je ne m'étends pas davantage. Les petits États baltes, en effet, sont menacés par l'URSS pendant les années 30, donc évidemment, ce sont aussi des États qui se radicalisent. La Hongrie, va basculer rapidement dans dans l'influence hitlérienne. Pourquoi? Parce que Hitler va promettre aux Hongrois, si vous voulez, à partir de 1933, de récupérer une bonne partie des territoires qu'ils ont perdus avec le traité de Trianon. Et puis le cas de l'Autriche, eh bien c'est la pression énorme que l'Autriche va subir. J'avais répondu d'ailleurs à une question à une d'entre vous par un mail il y a quelque temps là-dessus. L'énorme pression que va subir l'Autriche, notamment des milieux nationalistes et pan-germanistes, pour que celle-ci soit tout simplement rattachée au Reich allemand. C'est ce qui va arriver en mars 38. On y reviendra. Et puis les petits États balkaniques vont devenir des dictatures. La Roumanie, le roi qui est au pouvoir en Roumanie va proclamer donc une constitution, autoritaire, si vous voulez. La Yougoslavie, c'est pareil, et la Bulgarie aussi. On a, si vous voulez, les années 30, c'est, comment vous dire, pour résumer, c'est la destruction en fait progressive de tout le système pro-démocratique qui avait été construit après la guerre de 14-18. Par les puissances occidentales. Les années 20, c'est la construction de ce système, le maintien de ce système, pour faire simple. Les années 30, c'est sa destruction progressive, sous coup évidemment d'un terrain fertile dû à la crise économique de 29, et évidemment des 3 totalitarismes, si vous voulez, qui vont faire rage pendant toute cette période de l'entre-deux-guerres, que sont le communisme, le fascisme et le nazisme. Alors, le principal parti pour ces années 30, c'est évidemment le fait est qu'à partir de 1933, Hitler met en place son programme. Alors, je ne reviens pas sur les caractéristiques du nazisme. Vous savez qu'il y a une caractéristique particulière qui est cet aspect exterminateur d'un régime profondément raciste, exterminateur de tout un tas de catégories de population, à commencer par les juifs, les tziganes, etc., etc. Bon, je l'ai redétaillé dans différentes fiches. Et puis il y a aussi un programme évidemment de reconstruction économique, de sortir l'Allemagne de la crise de 29, en faisant quoi? Devinez, eh bien en remilitarisant l'Allemagne, on fait retourner les industries allemandes pour refabriquer des chars, etc. et du matériel militaire en vue de la guerre. C'est comme ça qu'Hitler sortira l'Allemagne de la crise. Et puis il y a le volet, bien sûr, de politique étrangère, si j'ose dire. Et qu'est-ce que c'est que ce volet de politique étrangère? C'est la destruction du traité de Versailles, la destruction de ce système construit dans les années 20. Hitler va devenir le champion, si vous voulez, de la destruction de l'œuvre des démocraties. C'est vraiment une période, j'insiste là-dessus, sur les années 30, qui est franchement très très sombre. On nous dit oui, la période actuelle, etc., ensuite avec la pandémie, depuis maintenant 2 ans presque ça dure, c'est très sombre, d'accord, mais croyez-moi, les années 30, et surtout la fin des années 30, est une période particulièrement obscure dans l'histoire des relations internationales. Enfin, je pense, en tout cas j'espère, même si on ne s'est pas vu dans un courant réel, vous l'avoir largement démontré. Alors, qu'est-ce qu'il fait Hitler? Dès 1935, il relance toute l'industrie allemande. L'armée était limitée à 100 000 hommes, c'est terminé. Il crée une armée de guerre qu'on va appeler la Wehrmacht, et qui ne sera plus la vieille Reichswehr de la période de la République de Weimar. 1936, une zone démilitarisée, pourtant si importante, c'est vraiment la violation la plus grave peut-être du traité de Versailles à cette époque-là, c'est que cette zone démilitarisée qu'on appelait la Rhénanie, donc une zone rhénane, donc entre la France et l'Allemagne, eh bien, elle est remilitarisée, c'est-à-dire que Hitler envoie la Wehrmacht réoccuper toutes les casernes de cette région. C'est une violation très grave du traité de Versailles, qui aurait pu donner lieu, ne l'oubliez pas, je l'ai largement dit, donner lieu à une intervention militaire pour liquider le régime de Hitler, qui à cette époque-là, peut-être n'aurait pas résisté à une intervention internationale. Seulement voilà, les gens des années 20, j'ai pas le temps de vous en refaire la liste, mais Clémenceau, Aristide Briand, Poincaré, tous ces gens-là, ils sont plus là.
Ils sont morts ou subclaquants, comme on pourrait dire aujourd'hui. Hein. C'est une autre génération qui est là, accaparée par plein de problèmes économiques liés à la crise de 29 et qui ne feront rien, qui seront peut-être davantage polarisés sur la peur de l'URSS plutôt que de se dire que effectivement, ce que fait Hitler et bientôt Mussolini aussi, parce que Mussolini va se rapprocher de Hitler, c'est logique, ce sont des régimes qui se ressemblent énormément, hein, fascisme et nazisme, vont faire progressivement. Donc, remilitarisation de la Rhénanie en 1936, et puis création quand même, et ça retenez-le, dès 1936, de l'alliance militaire qui va marquer la Seconde Guerre mondiale tout entière, c'est-à-dire l'Axe, les fameuses forces de l'Axe, ça naît en 1936, entre l'Italie fasciste, le Japon et l'URSS. Donc on a déjà, dès 1936, vous voyez, donc c'est-à-dire 3 ans avant la guerre, on n'a rien pu faire ou rien voulu faire. C'est un des grands drames de ces fameuses années 30. Parce que une fois que tout cela est fait, et je résume rapidement, eh bien Hitler, en mars 1938, je l'ai dit tout à l'heure, annexe l'Autriche. Au printemps 38, il va provoquer une crise avec la minorité allemande des Sudètes qui se trouve dans la partie tchèque de la Tchécoslovaquie, en agitant cette minorité, en organisant évidemment des provocations, etc., en noyautant le parti nationaliste des Sudètes, qui deviendra un parti nazi, et ceci va provoquer une grande crise internationale qu'on va appeler la crise de Munich, et qui va se solutionner en septembre 1938, retenez bien cette date, septembre 1938, ça va être ce qu'on va appeler les accords de Munich. Les puissances occidentales, affaiblies, France et Grande-Bretagne principalement, vont laisser les mains à Hitler pour faire quoi? Pour envahir la Tchécoslovaquie. Et voilà. Et Hitler, tout ça sans tirer une balle de coup de fusil, tout simplement par intimidation, par manipulation, par cette force, ce sort de rouleau compresseur que personne ne semble arrêter, qui est l'idéologie fanatique nazie qui est mise en place depuis 1933. Et tout cela pourtant, tout cela, dès 1923, dans un livre que Hitler avait écrit, Mein Kampf, eh bien, on avait esquissé largement les grands aspects. Ce qui veut dire, tout simplement, que, hélas, on savait à quoi il fallait s'attendre avec l'installation du nazisme dès 1933. C'est un des grands drames de la période que de ne pas avoir peut-être totalement compris cette menace. Donc après la crise de la Tchécoslovaquie, la Tchécoslovaquie va être démembrée, la Bohème-Moravie va être transformée en un protectorat, si vous voulez. La Slovaquie va devenir un petit État fasciste pro-nazi, comme beaucoup d'ailleurs d'États d'Europe centrale. Et puis, c'est le dernier acte, ou l'avant-dernier acte. En août 1939, Staline, qui avait fait des purges, notamment avait purgé les dirigeants de l'armée rouge, si vous voulez, puisque ce sont des États qu'il faut s'imaginer, ces États totalitaires qui vivent dans une paranoïa permanente. Et donc, en août 1939, Staline, évidemment, sait bien que le nazisme, fascisme contre le communisme sont des totalitarismes, mais ce sont des totalitarismes antinomiques, si vous voulez. Ils sont une forme d'opposition intrinsèque entre eux. Donc Staline préfère renvoyer à l'Ouest, si vous voulez, l'orage qui se prépare, et donc va signer cette espèce de pacte germano-soviétique, si vous voulez, un pacte de non-agression, afin de pouvoir gagner un peu de temps. On sait aujourd'hui largement qu'il y avait des accords secrets, je l'ai expliqué dans le cours, de ce pacte germano-soviétique. Et ces accords secrets, c'était quoi? C'était le partage de la Pologne, la récupération de 2 des 3 États baltes par Staline. Il les avait perdus, ne l'oubliez pas, en 1917 avec le traité de Brest-Litovsk, j'ai dit tout à l'heure, et puis la récupération aussi d'un morceau de la Roumanie, la Moldavie. J'ai pas le temps de détailler, je vous rappelle que la Moldavie à l'heure actuelle est un État indépendant, qui était un ancien État soviétique, qui est parti de l'Union soviétique, et qui est pro-occidental et qui aujourd'hui est toujours considéré par Vladimir Poutine. Certes, il n'y a plus d'URSS, mais la Russie a toujours les mêmes fonds, force profonde de politique étrangère, toujours considéré comme la zone d'influence de la Russie actuelle. Vous voyez comme quoi, toujours, de garder toujours à l'esprit ça, que
ce qu'on tente de faire dans un cours d'histoire, surtout des relations internationales, c'est d'essayer de voir les mécanismes, si vous voulez, qui permettent de comprendre, hein, si vous voulez, les erreurs du passé ou comment tout un tas d'événements dans le passé sont arrivés, afin peut-être de mieux comprendre comment certains événements se produisent à l'heure actuelle avec ce même genre de mécanisme. Ça sert à ça, l'histoire. L'histoire sert, si vous voulez, hein, il y a tout un tas de vieilles maximes là-dessus, je ne vais pas vous seriner avec ça, mais l'histoire, ça sert à mieux, la compréhension de l'histoire sert à mieux éclairer le présent. Voilà, alors vous me direz, hélas, bien souvent les mêmes erreurs se reproduisent, mais c'est ça aussi, l'enseignement, c'est de répéter, réenseigner toujours pour expliquer et essayer que nous comprenions mieux notre monde. Hein. C'est pour ça qu'il y a de l'histoire des relations internationales, hein, si vous voulez. Enfin, c'est mon modeste point de vue. Troisième fiche, donc à présent 39-45. Bon là, vous verrez, j'ai fait un déroulé des dates principales. Les apprenez pas toutes par cœur, ça sert à rien, mais retenez quand même le 1er septembre 39. Hein, évidemment, c'est l'attaque de la Pologne. Hein, par Hitler, c'est-à-dire qu'après la Tchécoslovaquie, Hitler veut tenter un nouveau coup, cette fois-ci s'emparer de la Pologne de toute façon, puisqu'en plus derrière il y a le pacte germano-soviétique, on est en septembre 39, et donc, alors vous me direz, oui, mais c'est vrai, mais pourquoi est-ce que la France et la Grande-Bretagne ont réessayé de faire une alliance de revers avec les Russes? Oui, ils ont essayé, effectivement, mais ils se sont fait avoir par Staline, qui est quand même un des personnages extrêmement négatifs de toute cette période, également, vous l'aurez compris. Staline ayant préféré, effectivement, je vous l'ai dit, faire une alliance pragmatique avec Hitler, plutôt que de se lancer dans une guerre où il n'était pas trop sûr avec Hitler dès septembre 39. Ça aussi, c'est un des drames de cette période. Alors donc c'est l'invasion de la Pologne, évidemment. Évidemment, les Occidentaux, cette fois-ci, doivent s'engager dans la guerre. C'est pour ça qu'on est pour ce processus de guerre mondiale. France et Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne, évidemment, puisque la Pologne est agressée. Hein, et qu'ils avaient signé effectivement des alliances, bien sûr, pour protéger la Tchécoslovaquie, qu'ils n'ont pas honoré, et la Pologne, bien sûr, qu'ils ont ensuite honoré, puisque c'est ce qui a déclenché la guerre. Et donc, en un mois, hein, en un mois, la Pologne, quand même 3 semaines, un mois, est complètement envahie, avec un bilan humain, je vous l'ai donné, absolument effrayant. Hein, et c'est la première, le monde découvre la guerre à l'hitlérienne, hein, c'est-à-dire la Blitzkrieg. Une guerre, si vous voulez, qui, je vous résume rapidement, parce que quand même, c'est bombardement massif, évidemment, de toutes les populations civiles, etc. Hein, première chose. Ensuite, on envoie les blindés, hein, donc pour évidemment occuper le territoire. Ensuite, c'est l'infanterie. Et spécificité effroyable de la guerre à l'hitlérienne, derrière ces blindés, derrière ces troupes au sol, arrivent les commandos d'extermination, c'est-à-dire les soldats politiques nazis. Hein, qui vont donc liquider tous les juifs, arrêter, mettre dans des camps évidemment les communistes, les leaders syndicaux, enfin toute la catégorie effroyable de population, si vous voulez, que le régime nazi détruit chaque fois qu'il envahit quelque chose. C'est sa spécificité. Et ça, ils vont le reproduire, vous le savez bien, en 1941, quand Hitler envahira l'URSS. Il fera la même chose, mais en grand, si je puis dire. C'est important de le retenir parce que c'est la première fois qu'une chose de ce type se produisait dans l'histoire. Alors, notre petite chronologie de la Seconde Guerre mondiale, j'essaie de faire le plus vite possible. Donc, le 22 juin 41, c'est l'invasion de l'URSS, justement. Hitler rompt le pacte germano-soviétique. Alors là-dessus, vous trouverez plein de vidéos qui diront oui, parce que les soviétiques allaient aussi attaquer de leur côté, etc., etc. Bon, de toute façon, il était inévitable qu'un jour ou l'autre, cette espèce d'alliance du pacte germano-soviétique, cette alliance d'intérêt allait se terminer. Et donc, c'est le plan Barbarossa, l'invasion donc par l'armée allemande de l'URSS, 22 juin 1941. C'est un des grands tournants de la guerre. Hein, donc retenez-le bien. Le 7 décembre 41, notez-le aussi, la guerre devient mondiale. Pourquoi? Parce que le Japon, qui entre-temps est devenu un grand empire lui aussi, et je vous avais fait un topo là-dessus, le Japon, eh bien donc va cette fois-ci arriver directement en conflit ouvert économique avec les États-Unis. Et donc l'idée est de frapper un grand coup pour les Japonais, c'est de détruire la flotte donc du Pacifique, hein, la flotte de guerre du Pacifique des États-Unis. Et cette flotte, elle est où? Elle est à Hawaï.
Hawaï, qui est cette île qui deviendra un État plus tard des États-Unis, cette île qui est dans le Pacifique, et qui comporte la plus grande base aéronavale du Pacifique pour les forces aéronavales américaines, qui est Pearl Harbor. Et cette base est détruite par surprise par les Zéros, les fameux petits avions japonais, qui vont les attaquer par surprise. Ça va déclencher, bien évidemment, immédiatement le président Roosevelt, qui est au pouvoir depuis les années 30, ce grand président démocrate nord-américain, qui va sortir les États-Unis de la crise de 29, et donc qui pourtant Roosevelt avait été élu et réélu sur un programme pacifique, eh bien Roosevelt donc va, si vous voulez, déclarer la guerre évidemment au Japon et à ses alliés, évidemment donc l'Allemagne et l'Italie. Et voilà, hop, à partir de juin 41, vous voyez, comme en 17, on avait la guerre devenait mondiale en 17 pour la première, et ben pour la deuxième, la guerre devient mondiale à partir de décembre 1941. N'oubliez pas quand même que dans toute cette Seconde Guerre mondiale, un petit point à retenir quand même, parce que c'est important, le seul pays qui va résister, le seul pays qui va se retrouver tout seul en 1940 et résister tout seul face à une Europe complètement dominée et écrasée par Hitler, c'est la Grande-Bretagne, avec un des grands personnages de la Seconde Guerre mondiale, j'ai évoqué Roosevelt, vous retiendrez aussi Winston Churchill, Premier ministre britannique. Pour la France, vous le savez, c'est De Gaulle, bon, revenir encore sur ça, on en reviendra tout à l'heure, mais donc voilà, les grands personnages, si vous voulez, à ne pas oublier de cette Seconde Guerre mondiale, Roosevelt pour les États-Unis, Churchill pour la Grande-Bretagne, Staline pour l'URSS, bien sûr, De Gaulle pour la France, donc voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour, et donc qu'on va retrouver dans évidemment dans les grandes conférences que je vais évoquer ensuite, qui vont marquer la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc septembre 39, invasion de la Pologne et évidemment le début de la seconde Guerre mondiale. 22 juin 41, invasion par l'Allemagne de l'URSS. 7 décembre 41, le conflit devient définitivement mondial avec la destruction par les Japonais de la base de Pearl Harbor, donc nord-américaine, dans le Pacifique. Janvier 1942, important de le retenir, après les multiples massacres de masse qui ont été perpétrés lors de l'invasion de l'URSS, on décide, si vous voulez, et ce terme est horrible, d'industrialiser, je dis ça entre guillemets, les exterminations en créant, en janvier 42, lors de la conférence de Wannsee, ce qu'on appellera la solution finale de la question juive, c'est-à-dire cette politique de construction de camps de concentration. Il y en avait déjà des 33, des camps de concentration, mais le système industriel, entre guillemets, d'extermination massive dans les camps de la mort, ça se met en place en janvier 42, et tous ces camps de la mort vont être déployés entre le nord de l'Allemagne principalement et la Pologne. Auschwitz, Auschwitz-Birkenau, Majdanek, jusqu'en Autriche, également avec Dachau, etc., etc. Voilà, donc ça, je l'avais détaillé, bien sûr. À partir de novembre 42, la situation va quand même se retourner parce que les Alliés se mettent ensemble, se coordonnent puis évidemment l'URSS va rejoindre bien sûr le camp des Occidentaux, inévitablement. Et dès novembre 42, c'est le premier débarquement anglo-américain en Afrique du Nord. Donc reprend pied vers l'est, si je puis dire, depuis les États-Unis. Ça n'est plus que en Grande-Bretagne. Second débarquement en juillet 43 en Sicile. Le régime de Mussolini s'effondre, des premiers alliés d'Hitler qui disparaissent. Et puis évidemment le 6 juin 44, c'est le fameux débarquement en Normandie. Ne l'oubliez pas, et le 15 août 44, le débarquement en Provence. Entre-temps, il y a eu le grand tournant de la guerre, c'est la défaite des armées allemandes à l'Est. Retenez-le bien, c'est la grande bataille de Stalingrad entre janvier et février 1943. Ne l'oubliez pas, c'est très important. À partir de là, les armées d'Hitler qui envahissaient l'URSS progressivement vont reculer, et elles vont reculer jusqu'à Berlin, en 1945, où évidemment les soviétiques vont envahir une bonne partie de l'Allemagne et liquider le régime nazi. À l'ouest, bien sûr, il y aura eu aussi la progression des puissances occidentales. Donc dans tout cela, vous comprenez déjà, on préfigure que après 45, il n'y a plus d'Allemagne.
L'idée, si vous voulez, qui va naître de la guerre froide des deux Allemagnes, à cette époque-là, il n'y en a même pas. L'idée est d'écraser le nazisme et de faire disparaître tout simplement ce territoire qui sera désormais annexé par les Occidentaux et les Soviétiques, rien d'autre. Il n'est pas question du tout de maintenir une Allemagne, comme après la guerre de 14, par exemple. Et puis vont arriver les grandes conférences qui vont régler la fin de la guerre. Alors la première, c'est Yalta, on va y revenir dans un instant. Première grande conférence justement entre Staline, Roosevelt et Churchill, et puis et qui va préparer, si vous voulez, l'après-guerre. N'oubliez pas donc que l'Allemagne est complètement envahie d'une part par les soviétiques et de l'autre côté par les anglo-américains. Le 30 avril 1945, Hitler, qui s'était retranché dans son bunker, se suicide. Et le 8 mai 1945, donc c'est évidemment la capitulation allemande définitive. Il faudra attendre encore quelques mois pour que ce soit la capitulation définitive du Japon, le 2 septembre 1945. Le Japon capitule parce que les États-Unis, pour accélérer le processus, leur ont balancé, comme vous le savez, 2 bombes atomiques. La première sur Hiroshima, le 6 août 1945, et le 9 août 1945 sur Nagasaki. Entre-temps, les Japonais, bien sûr, ont immédiatement capitulé. Que faire face à la prédominance, si vous voulez, des États-Unis qui possèdent cette arme terrible, qui était l'arme nucléaire. Ne l'oubliez pas, il va y avoir un gap entre 1947 et 1949, où les États-Unis vont être les seuls possesseurs de la bombe atomique. Donc avoir la suprématie mondiale nucléaire. Aujourd'hui, tout cela n'a plus rien à voir. Fiche numéro 4 à présent. Eh bien, c'est la période 47-56, c'est-à-dire ce qui va être la mise en place en fait de la guerre froide. Alors la conférence de Yalta, qui a lieu du 4 au 11 février 1945, va mettre en place, si vous voulez, les prémices de ce que sera l'après-guerre. D'abord la création d'une future ONU, qui sera dotée d'un conseil de sécurité en plus de son assemblée. Et dans ce conseil de sécurité, il n'y aura pas énormément de monde. C'est principalement les vainqueurs de la guerre. Donc on va y mettre États-Unis, Grande-Bretagne, URSS. On y ajoutera la France et la Chine. Conseil de sécurité, pourquoi? Parce que ce conseil décide de façon restreinte de toutes les mesures à prendre. Et il a ce qu'on appellera un droit de veto. Chaque État aura un droit de veto. Alors ça, j'avais insisté là-dessus dans le cours. Donc le droit de veto, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on peut bloquer une résolution prise par le Conseil de sécurité. C'est quelque chose qui encore fonctionne à l'heure actuelle. Quand il y a eu, par exemple, je prends des exemples récents, le conflit, la guerre civile en Syrie, eh bien, l'URSS, enfin la Russie actuelle, si je puis dire, a toujours opposé son droit de veto à une intervention internationale, par exemple. Ça a servi aussi dans différents conflits récents, dans par exemple ce qu'on a appelé la deuxième guerre du Golfe dans les années 2000. Où là aussi, si vous vous souvenez, eh bien cette fois-ci, c'est la France qui a utilisé son droit de veto pour bloquer une intervention internationale parce que les États-Unis, après avoir envahi une bonne partie de l'Afghanistan, après les attentats du 11 septembre 2001, j'y reviendrai rapidement dessus tout à l'heure, eh bien, avait mené une autre opération contre l'Irak de Saddam Hussein, et là, la France a opposé son droit de veto. Bon. Voilà des exemples récents, si vous voulez. Bon. La conférence de Yalta, donc réunit Staline, Churchill et Roosevelt. On va adopter une stratégie commune pour rater la fin de la guerre. L'idée d'une division future du territoire germanique est quand même décidée. Les soviétiques en garderont 40%. C'est-à-dire c'est la future naissance de ce que sera le futur Berlin-Est. On décide que l'Allemagne sera divisée en 4 zones d'occupation, tout comme d'ailleurs Berlin. Et puis donc, comme je vous l'ai dit, on met en place les ferments de ce que sera la future ONU qui sera créée le 26 juin 1945, l'ONU qui aura 2 piliers, donc successeur de la SDN, 51 États fondateurs pour l'ONU. 26 juin 1945, 2 piliers, l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, et qui aura donc 5 membres permanents avec leur droit de veto, je vous l'ai dit, États-Unis, URSS, plus tard Russie, je viens de vous le dire, la Grande-Bretagne, la France et la Chine.
Et il y a un secrétaire général, bien sûr, qui préside. À l'heure actuelle, c'est Antonio Gutiérrez, vous savez, on le voit régulièrement intervenir dans différentes affaires internationales. Alors ensuite, ça va être la naissance de la guerre froide. Là, je fais très vite. Là, je vous invite à revoir les fiches. Je reviens sur le point principal qui déclenche la guerre froide. C'est quoi ce point principal? C'est essentiellement un énorme plan d'aide économique. Alors rien à voir avec le plan Dawes dont je vous ai parlé tout à l'heure de 1924. Là, c'est un énorme plan d'aide économique à tous les pays qui le veulent pour le redressement de leur économie après la Deuxième Guerre mondiale. Ça s'appelle le plan Marshall. Retenez bien le plan Marshall 1947. 173 milliards de dollars qui sont proposés le 20 septembre 1947. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que Staline est toujours au pouvoir. Staline, il se souvient de la dépendance, du fait quand on a un prêt, etc., des économies. Donc Staline ordonne à tous les États qui sont désormais sous son contrôle ou bientôt sous son contrôle, eh bien, de refuser le plan Marshall. C'est la grande césure, la grande rupture entre les États qui vont accepter le plan, France, Grande-Bretagne, etc., pays occidentaux, etc., et puis de l'autre côté, ce qu'on va appeler la future Europe de l'Est. Et la première grande crise de la guerre froide, elle arrive tout de suite. C'est quoi? C'est ce qu'on va appeler la crise de Berlin. Pourquoi? Parce que au milieu de ce qui sera la future Allemagne de l'Est, de fait, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, eh bien, il y a Berlin, l'ancienne capitale. Et Berlin, elle aussi, est divisée en 4 zones d'occupation. Il y a une zone soviétique et puis il y a 3 zones occidentales. Donc Grande-Bretagne, États-Unis, France. Et bien sûr, ça représente pour les soviétiques une présence occidentale en plein cœur de l'empire stalinien qui est en train de se mettre en place. Cet empire soviétique stalinien. Et donc l'idée de Staline, c'est de faire le siège, tout simplement, d'étouffer Berlin pour forcer les Occidentaux à partir. C'est la première crise. Elle est résolue comment cette crise? Le successeur de Roosevelt meurt en avril 1945. Le successeur de Roosevelt, qui est Truman, président Truman, très anticommuniste, et bien tout simplement, qu'est-ce qu'il fait Truman? En gros, il dit à Staline, vous arrêtez ça tout de suite, parce que sinon, j'envoie les forteresses volantes munies de têtes nucléaires détruire l'Union soviétique. Parce que n'oubliez pas que l'Union soviétique n'aura qu'en 49 la bombe atomique. Et que les États-Unis, en 48, ils sont toujours tout puissants et être les seuls à la posséder. Et alors c'est un coup de bluff probablement, je ne dis pas qu'il y aurait une seconde guerre mondiale, une troisième guerre mondiale à ce moment-là, mais en effet, Staline recule, bien sûr, et donc c'est un premier échec, évidemment, de cette première crise de la guerre froide. Il va falloir attendre 1953 et la mort de Staline pour que, évidemment, avec la déstalinisation et le successeur de Staline, qui sera Khrouchtchev, Nikita Khrouchtchev, et bien que le camp socialiste, c'est-à-dire tous les États d'Europe centrale qui étaient passés dans le communisme, eh bien, peu à peu se révolte en demandant à ce que les dirigeants staliniens qui étaient au pouvoir partent. Ça va se déclencher en Pologne en 1956, et puis la grande crise hongroise, je ne reviens pas dessus, on n'a pas le temps, du 23 octobre à début novembre 1956, la révolution hongroise, parce que à cette époque-là, on dit révolution hongroise parce que la Hongrie, fraîchement donc communiste, a voulu quitter le camp socialiste. N'oubliez pas que la guerre froide est mondiale, parce qu'en 1949, eh bien, qu'est-ce qui se passe en 1949? Eh bien, la Chine, qui était un vieil empire déliquescent, rappelez-vous, à partir de 1911, avec une guerre civile, etc., permanente, un État, puis en plus partiellement envahi par les Japonais dans les années 30 et 40, eh bien la Chine va basculer sous la férule de Mao, Mao Tse-tung, donc qui va créer un régime communiste chinois à partir de 1949. Ce régime, je vous le rappelle quand même, c'est pas inutile de le rappeler surtout aujourd'hui, il est toujours en place. Donc la guerre froide, si vous voulez, elle va se terminer au début des années 90 en Europe, mais à l'heure actuelle où je vous parle, non, elle est toujours présente. Alors, voyez les antagonismes entre Taïwan et la Chine à l'heure actuelle. Voyez les problèmes avec la Corée du Nord, communiste. La guerre froide n'est pas finie partout. Ne l'oubliez pas, c'est important quand même de le retenir. Autre grande crise de cette période de l'après, des débuts de la guerre froide, c'est ce qu'on appelle la crise de Suez. Révisez-la quand même. Cette crise de Suez, qu'est-ce que c'est?
eh bien, c'est ni plus ni moins que le fait est que donc l'Égypte, qui était devenue un État indépendant avec un leader, le colonel Nasser, a voulu nationaliser. Alors d'accord, ami, il n'y a pas de problème, vous pouvez partir du cours à partir du moment où vous avez cours. Après, je déborde un peu, mais de toute façon, il y aura la version enregistrée après, donc il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez Merci pas avec ça. beaucoup. Bonne journée, Voilà, monsieur. au revoir. Donc, cette monsieur. crise de... Oui, oui, alors ceux qui le doivent partent, il n'y a pas de problème. Hein. Je mets en ligne ensuite, je mettrai en ligne la fin de tout ça, ne vous inquiétez pas. 56, crise de Suez, donc effectivement le colonel Nasser en Égypte nationalise le canal de Suez. Pourquoi? Tout simplement parce que vous savez que ce canal de Suez est encore à l'heure actuelle un canal majeur qui relie tout simplement au quai Chloé. Je vois que vous quittez, d'accord. Donc ce canal de Suez qui relie tout simplement toutes les régions pétrolifères, Arabie Saoudite, etc., évidemment à la Méditerranée, aux pays occidentaux. Et donc, évidemment, c'est un axe majeur de transport de pétroliers. Et installer là un péage, si vous voulez, ce que voulait faire Nasser, au profit de l'Égypte pour aider à son développement, était une idée très populaire. Il le fait seulement, voilà, les Franco-Britanniques, ancienne puissance coloniale de la région, alliés à l'État d'Israël, qui, je vous le rappelle, né à cette époque-là, un peu avant, en 48, et qui, évidemment, est assailli d'États hostiles tout autour. Je vous rappelle pas les différentes guerres israélo-arabes, bien sûr. Eh bien, vont tenter une opération, si vous voulez, pour envahir l'Égypte et surtout faire tomber le régime du colonel Nasser. Tout cela est un échec, si vous voulez, et en gros, les États-Unis et l'URSS, pour le coup, se mettent d'accord au Conseil de sécurité et vont faire pression sur la France et la Grande-Bretagne pour qu'ils retirent leurs troupes. En fait, ce que marque l'affaire de Suez en 56, c'est surtout la fin définitive des puissances occidentales en matière, si vous voulez, d'influence internationale sur le plan militaire. C'est ça que ça marque, et surtout le triomphe des deux grands qui désormais vont se partager le monde. C'est-à-dire essentiellement les États-Unis via l'OTAN et évidemment l'OTAS en Asie du Sud-Est, et de l'autre côté l'Union soviétique et ses alliés. N'oubliez pas que de 49 à 53, jusqu'à la mort de Staline, la Chine populaire de Mao sera une alliée de l'Union soviétique. Évidemment, elle prendra ses distances quand il y aura la déstalinisation. Donc, ensuite, on ouvre sur la cinquième fiche, si vous voulez, celle qui va de 56 à 81, qu'on avait appelé les alternances, j'étais assez content de ce titre que j'avais trouvé, les alternances d'un monde bipolaire. Ben oui, parce qu'on est dans un monde bien divisé, et regardez la carte que je vous ai donnée, de toute façon, un monde divisé, et on va avoir des alternances entre périodes, si vous voulez, de détente, et période de crise à nouveau, voire parfois de crise grave. Retenez bien la crise des fusées en 1962 à Cuba, où effectivement, à partir de 59, une révolution communiste prend le pouvoir, si vous voulez, dans l'île de Cuba. Regardez où est Cuba sur la carte, une centaine de kilomètres à peine des côtes de la Floride. La Floride, vous savez, cet état paradisiaque nord-américain, où il y a tous les petits vieux et les plages, etc., Miami, tout ça, c'est ça la Floride. Et donc là, à 100 km, il y a un État communiste qui s'installe, et que Khrouchtchev va soutenir en y déployant des fusées nucléaires. Et donc ça, c'est une des crises majeures de la guerre froide. Cuba, 62, retenez bien, j'insiste sur cette crise des fusées, évidemment, je n'ai pas le temps de développer, mais c'est la dernière fois quand même qu'on a frôlé, sachez-le, la Troisième Guerre mondiale au niveau des seuils d'alerte, si vous voulez, des lancements des fusées tactiques nucléaires. Donc ça, c'est important de le retirer. C'est ce qui va aussi provoquer la chute de Khrouchtchev, qui pourtant avait été l'homme de la déstalinisation. Alors, cette période aussi de 56 à 80, et surtout pour les années 60, elle est marquée aussi par le rôle nouveau que la France va y jouer. Alors, on n'a pas le temps de le redétailler ici, mais n'oubliez pas qu'en 58, en France s'installe la Ve République avec un homme emblématique de la Seconde Guerre mondiale qui est le général de Gaulle, de Gaulle, l'homme de la France libre, etc., qui sera chef du gouvernement provisoire en 1944 en France, de Gaulle qui revient aux affaires à la faveur de l'affaire algérienne en 1958, et de Gaulle surtout qui développe, alors là c'est important, une politique étrangère indépendante, si vous voulez, à la fois de l'Est et de l'Ouest. De Gaulle, il crée une troisième voie. C'est extrêmement important de le retenir pendant toute la période de la guerre froide. Et De Gaulle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va
fait que la France va se retirer du commandement intégré de l'OTAN. À l'heure actuelle, depuis Sarkozy, donc depuis l'arrivée de le retour de Sarkozy, enfin, l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy en 2007, eh bien, depuis cette époque-là, la France a réintégré le commandement intégré de l'OTAN. C'est toujours le cas à l'heure actuelle. Ses successeurs ne sont pas revenus là-dessus, mais De Gaulle, lui, avait fait quitter la France par souci d'indépendance du commandement intégré de l'OTAN. Ça, c'est un point important. De Gaulle avait ensuite renforcé et remis en état le couple franco-allemand, qui était né de façon éphémère avec les accords de Locarno en 1925, et qui va en permettre aussi de relancer toute la période de construction économique européenne. Je dis bien économique, on n'est pas dans l'Union européenne, ça c'est en 1992. Là, on est bien avant, avec les fameux accords de l'Élysée. Et De Gaulle, donc, qui va permettre tout simplement d'ouvrir la voie dans les années 60 à une première phase de la détente. Seulement, comme vous le savez, un certain nombre d'événements internationaux, vous le retrouverez dans la fiche, vont empêcher cela. Ces événements, c'est quoi? Alors que De Gaulle préparait une conférence de la paix à Paris, en 1960, tout ça tombe à l'eau. Pourquoi? Parce que il se trouve que les soviétiques abattent un avion espion nord-américain au-dessus de la Sibérie. C'est l'affaire de l'avion U-2, je reviens pas dessus, je vais le développer dans les fiches du cours. Évidemment, ça crée un scandale international et Khrouchtchev ne veut plus parler à Eisenhower, avec Eisenhower, qui est alors le président des États-Unis. Eisenhower, le grand généralissime, bien sûr, de la Seconde Guerre mondiale, ne veut plus parler avec Eisenhower à Paris avec De Gaulle. Donc là, c'est une tentative avortée de détente, mais n'empêche qu'elle existe. Ensuite, en 61, c'est la construction du mur de Berlin, parce que la RDA se vide tellement de toute sa population. La RDA, c'est la République démocratique allemande, c'est-à-dire la partie communiste de l'ancienne Allemagne, qui est créée en 49, et de l'autre côté, c'est la RFA, République fédérale allemande, capitale Bonn, contrôlée par les Occidentaux. Je vous rappelle que ce sera la situation de l'Allemagne jusqu'en 1990, puisqu'après se passera ce qu'on appellera la réunification allemande, après la chute du mur de Berlin. Mais pendant toute la période de la guerre froide, ce qui est caractéristique en Europe, c'est la division des deux Allemagnes. Allemagne de l'Ouest, Allemagne de l'Est. Tout comme on a la division des deux Corées, la Corée du Nord et la Corée du Sud. J'ai pas le temps de revenir sur la guerre de Corée dans les années 50, mais c'est exactement le même phénomène. Sauf que en Corée, c'est toujours le cas. Regardez des reportages sur la DMZ, la Demilitarized Zone, vous comprendrez que c'est toujours un point de tension très guerre froide. Donc voilà. Alors, la RDA se vide de toute sa population parce que c'est un échec économique que cette république de l'Est allemande. Et donc, on décide à Berlin, puisque c'est le point de connexion, évidemment, toujours occidental, entre l'Est et l'Ouest, eh bien, de construire un mur. On appellera ça le mur de la honte. C'est le grand symbole, un des grands symboles de la guerre froide. C'est le mur de Berlin. Je vous renvoie aux fiches qui ont été faites là-dessus. Je pense que c'est quand même assez intéressant. Ce mur, vous le savez, il tombera le 9 novembre 1989. C'est la date emblématique qui met fin pratiquement à la guerre froide. Crise de Cuba, j'y reviens pas, j'en ai parlé. Et puis après, il y a une autre grande révolte pour la période dans le camp socialiste. C'est ce qu'on va appeler la révolte donc du socialisme à visage humain, le printemps de Prague en 1968. Printemps de Prague, très important à retenir pour la période. C'est cette période, si vous voulez, où le socialisme, enfin le communisme en tout cas tel qu'il était appliqué en URSS et chez ses alliés, aurait pu subir des transformations que reprendra, mais bien trop tard, Gorbatchev en 1985-86. Là, pour le coup, on peut dire que le camp de l'Est a raté le train de l'histoire, parce que qu'est-ce qui se passe à l'issue de ce printemps de Prague? Tout simplement, le successeur de Khrouchtchev, qui est Brejnev, Brejnev, dont les dates de pouvoir sont 64-82, Brejnev a envoyé les chars, écrasé ce printemps de Prague, parce qu'on se souvient de 56 et on craint une contagion dans le camp socialiste. Donc même réflexe, on envoie, alors cette fois-ci non pas l'armée rouge, mais les chars des troupes du pacte de Varsovie, c'est l'alliance militaire de l'Est, pour écraser le printemps de Prague. C'est important de ne pas l'oublier, ce printemps de Prague.
Et puis après, les soviétiques, bah, quand même, ils commencent à avoir pas mal de problèmes économiques, parce que tout ça ne fonctionne pas bien, et l'URSS commence à tirer la langue, et il faut trouver, si vous voulez, cette fois-ci, les voies d'une détente, d'une coopération avec l'Ouest. Et cette coopération avec l'Ouest, bah, cette fois-ci, ça avait raté dans les années 60, je vous l'ai dit tout à l'heure, bah là, ça va réussir cette fois-ci, puisque c'est ce qu'on va appeler les accords d'Helsinki de 1973 à 1975. Conférence d'Helsinki qui s'ouvre en 73, hein, et qui donc aboutira par les accords d'Helsinki en 1975. Qu'est-ce que c'est les accords d'Helsinki? Alors parfois ça paraît toujours un peu compliqué. Hein. Ok, Sanae, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Donc les accords d'Helsinki, c'est quoi? Bah, c'est la création justement en Europe d'une zone de coopération, si vous voulez, entre l'Est et l'Ouest. Ça sera l'ancêtre, hein, si vous voulez, de ce qui se mettra en place après 1989 et qui va permettre de rapprocher l'ancien camp socialiste, hein, si vous voulez, donc devenu tout un tas d'États indépendants, bien sûr, après la fin de la guerre froide, de leur adhésion à la CE et plus tard à l'UE. C'est fondamental que ces accords d'Helsinki de 75, et ça permet aussi aux soviétiques de pouvoir retrouver un certain souffle. Seulement, tout va rapidement se détraquer à nouveau après les accords d'Helsinki, parce que l'URSS va s'engager dans une aventure militaire qui sera une énorme erreur stratégique, c'est-à-dire l'invasion de l'Afghanistan à la fin de l'année 79. Et oui, leur voilà l'Afghanistan. Si vous vous souvenez des petites slides que je vous avais mis dans le premier cours, hein, que j'avais fait, que je vous avais enregistré, parce que j'avais mis à jour, hein, c'était important, hein, et qui montrait quand même que, bah, en gros, de 79 à 2021 et l'évacuation par les États-Unis, ce pays n'avait connu que des guerres et des tentatives de contrôle. L'Afghanistan a comme surnom le tombeau des empires, et c'est pas faux de le rappeler. Il y a eu des tentatives d'occupation de contrôle de l'Afghanistan à l'époque de l'Empire colonial britannique, ça avait échoué. Toutes les puissances qui ont tenté de prendre le contrôle de l'Afghanistan, si vous voulez, n'y sont jamais arrivées. Les soviétiques, pourquoi ils ont envahi l'Afghanistan en 79? Pour une raison extrêmement simple, c'est que les États-Unis, entre-temps, ont développé leurs relations avec le Pakistan, qui était un morceau de l'ancienne Inde, hein, si vous voulez. L'Inde, elle, est davantage disons, pro-soviétique, et le Pakistan est pro-occidental. Donc, en fait, si vous voulez, quand vous regardez la carte, tout simplement, eh bien, pour rééquilibrer les jeux d'influence locale, si vous voulez, des grandes puissances. Au revoir Estelle, d'accord, j'ai essayé de noter. Eh bien, pour rééquilibrer ce jeu international, eh bien, en effet, les soviétiques vont tenter de s'emparer de l'Afghanistan. Il va se produire le même phénomène qui s'est produit pour tous les États antérieurs qui ont tenté de s'en emparer, pour l'OTAN ensuite, etc., et tout ce qui s'est produit après. Je n'y reviens pas, ce sera un échec. Et évidemment, ça va être la ruine de l'Union soviétique qui ne quittera l'Afghanistan qu'en 89. Il faudra attendre Gorbatchev pour que l'Union soviétique le quitte. 1978, il y a l'élection quand même à Rome, je sais bien que ça peut sembler obsolète peut-être, d'un pape, mais seulement que ce pape, il est polonais. Et ça aussi, ça va commencer la déstabilisation de l'Empire soviétique dans le camp socialiste, parce que ce pape qui s'appelle Karol Wojtyla, c'est l'ancien archevêque de Cracovie, hein, en Pologne communiste, hein, et ce pape va être un très grand pape réformateur, si vous voulez, et surtout va avoir de cesse que de booster, si vous voulez, la dissidence polonaise. Évidemment, il fera quelques grands premiers voyages de son pontificat, évidemment en Pologne communiste, hein, et entre 80 et 81, si vous voulez, alors qu'il reste encore une année à vivre au successeur de Khrouchtchev qui était Brejnev, eh bien il va y avoir une grande révolte en Pologne. Alors les soviétiques, à cause des accords d'Helsinki, cette fois-ci ne peuvent pas envoyer les chars, mais ils vont manipuler, si vous voulez, la direction communiste polonaise en mettant en place, en favorisant l'installation d'une junte militaire dirigée par le général Jaruzelski en Pologne communiste pour écraser cette grande révolte polonaise de 80-81, dont le leader sera le leader syndicaliste Lech Walesa, qui sera le premier président de la Pologne, de la Pologne libre, hein, autour de la ville de Gdansk. Hein, c'est là que la contestation s'était installée. Qu'est-ce que c'est que Gdansk? Ben, c'est Danzig, vous savez, le fameux Danzig de la crise de Danzig de 1939 avec Hitler. Hein. C'était un port polonais, une ville libre qui servait aussi de port pour la Pologne de l'entre-deux-guerres. Et bien là, dans les chantiers navals a eu lieu cette grande révolte.
Donc voilà pour cette période, si vous voulez, de 56 à 81. Et ensuite, si vous voulez, tout se détraque parce que l'Empire soviétique, évidemment, va, à la mort de Brejnev en 82, ne pas arriver à trouver un nouveau souffle. Et là, je fais très vite, parce qu'on a déjà dépassé d'un quart d'heure. Je sais que moi, évidemment, je pourrais parler pendant des heures toute ma vie si je veux, mais je sais que vous êtes particulièrement occupés. Donc, les deux successeurs de Brejnev n'arriveront pas, si vous voulez, à relancer les réformes et à essayer d'adapter l'Union soviétique. Le premier, c'est Andropov, de 82 à 84, et le suivant, c'est Tchernenko, de 84 à 85. Il faut attendre, si vous voulez, 1985, mars 85, pour qu'un vrai réformateur arrive au pouvoir, c'est Gorbatchev. Gorbatchev, il va s'inspirer, si vous voulez, dans ses réformes politiques et économiques, de ce qu'avaient tenté de faire les Tchécoslovaques en 68. Vous voyez à quel point il y a eu un ratage du train de l'histoire, que si les Soviétiques, plutôt que d'envoyer les chars, faut faire envoyer les chars contre les Tchèques en 68, avaient écouté peut-être ces réformateurs tchèques, peut-être que l'histoire aurait été complètement différente. Bah, là, c'est bien trop tard. Gorbatchev, il arrive, mais il arrive trop tard. Donc retenez bien les deux volets de sa politique. C'est la glasnost, ça signifie transparence, c'est la politique de liberté d'expression. Et l'autre, c'est la perestroïka, qui signifie restructuration économique. Mais toutes ces réformes arrivent trop tard, si vous voulez. Et qu'est-ce que ça va provoquer? Ça va provoquer dans un premier temps l'explosion de l'Empire soviétique lui-même, c'est-à-dire cet empire territorial, bien basé en grande partie, ne l'oubliez pas, sur l'Asie centrale. Et qu'est-ce que c'est que cet empire territorial en Asie centrale? C'est des États comme le Kazakhstan, comme le Tadjikistan, toute cette Asie centrale à l'heure actuelle qui sont des États indépendants. Eh bien, vont se détacher de l'URSS dès que Gorbatchev va mettre en place toute sa politique dans les années 89-90. À l'ouest, c'est quoi? Ce sera l'indépendance de la Biélorussie, de l'Ukraine et de la Moldavie, bien sûr. Et oui, on retrouve la carte, et bien sûr des petits États baltes. On retrouve, vous voyez, là, c'est le retour de bâton de l'histoire, si vous voulez, avant 1939, avant le pacte germano-soviétique. Et puis ensuite, et bien évidemment, à partir de 89, qu'est-ce que c'est? C'est la libération, État par État, de tous les pays du bloc de l'Est, qui vont chacun redevenir indépendants. Donc, on commence par la Pologne, je n'y reviens pas. Ensuite, il y a une première ouverture du rideau de fer qui est faite en Hongrie en avril 1989. Mai-juin 89, à l'autre bout du monde, c'est la grande révolte des étudiants de Pékin, en Chine, où il y a une politique de libéralisation économique depuis les années 80, parce que les Chinois ont géré différemment, évidemment, les choses, les communistes chinois, et donc c'est venu plus tard, mais n'empêche que la première grande contestation politique, et bien avant Hong Kong, qu'on a vu récemment avec la révolte des parapluies, eh bien, c'est en mai-juin 1989 où il y a l'occupation de la place Tiananmen. C'est la première grande occupation de place, si on peut dire, dans l'histoire récente, et qui vont bien sûr demander à ce qu'il y ait une perestroïka à la chinoise. Seulement ça, évidemment, c'est non, et vous le savez très bien, puisque à l'heure actuelle, avec donc le pouvoir personnel mis en place par Xi Jinping en Chine, c'est toujours non. Il y a un maintien ferme du joug politique, si vous voulez, au niveau de la gouvernance chinoise, et évidemment l'ouverture économique qu'on connaît. Eh bien, ça commence en mai-juin 89. C'est important de le retenir. Et puis donc en Europe, alors après la Tchécoslovaquie c'est pareil, en Roumanie en décembre 1989 c'est la grande révolution contre Ceausescu, qui sera exécuté à la fin de l'année, je ne détaille pas, on n'a pas le temps, et le 9 novembre 89, c'est peut-être la date la plus importante sur la fin de la guerre froide, c'est la chute du mur de Berlin, le grand symbole. N'oubliez jamais ça, je le répète à chaque fois et je continuerai de le faire, même si c'est en fonction des périodes, ça fait une vingtaine d'années que ce cours existe, apprécié comme on veut, mais les murs ne règlent jamais rien dans l'histoire, et l'effondrement, si vous voulez, du mur de Berlin est là pour le prouver. Ça n'a jamais été une solution. Ça peut être des solutions temporaires sur certaines choses, mais sachez une chose, si au moins on peut essayer d'avoir un peu d'optimisme quand même dans cette période que nous traversons à l'heure actuelle, c'est que les murs finissent toujours par tomber. Je vous le dis, qualité d'historien, c'est moi qui vous le dis.
Donc, voilà pour tout ça. Je continue aussi sur cette année 89. N'oubliez pas que vous avez l'Amérique latine, elle aussi, où il y avait des juntes au pouvoir depuis énormément de temps, et que cette Amérique latine, eh bien, va progressivement repasser à la démocratie. Pourquoi il y avait tous ces gouvernements militaires en Amérique latine? Tout simplement, c'est une des conséquences de 1959 et du Cuba communiste et des tentatives de guérilla et d'extension dans toute l'Amérique latine d'États communistes. Et donc, les États-Unis ont favorisé l'installation de juntes pour contrer ces tentatives. Bon, il y a eu quelques événements divers à ce niveau-là, mais on ne peut pas le détailler. Et puis nous arrivons enfin à la fiche numéro 7, 1989 et au-delà. Voilà, alors qu'est-ce qui va se produire après? On a en gros vraiment deux périodes, si vous voulez. Il y a la période qui va de 90, si vous voulez, à 2001, où on va avoir un peu une impression de retour des années 20, vous voyez, c'est-à-dire de triomphe des démocraties partout, de nouvelles réorganisations des relations internationales. On va appeler ça le nouvel ordre mondial. C'est pas une blague, ça va s'appeler comme ça à ce moment-là. Cette époque-là, c'est celle de George Bush père, par exemple, encore Gorbatchev jusqu'en 91, date à laquelle l'URSS disparaît, disparition de l'URSS fin 91, ne l'oubliez pas. C'est une période où on pense qu'on va organiser un monde à nouveau, si vous voulez, avec une ONU, avec toutes ses fonctions pleines et entières. C'est la période où en 1990, l'Irak de Saddam Hussein, eh bien, va envahir un petit État souverain qui s'appelle le Koweït. N'oubliez pas ça, la première guerre du Golfe, la guerre du Koweït, où une opération internationale, vraiment, alors avec à la fois ce qui reste de l'URSS et les Occidentaux, va être mis en place, même si l'URSS va tenter évidemment de jouer la carte de la modération dans ce conflit, qui va amener, donc c'est une véritable opération internationale de l'ONU, qui va mener en effet à la libération du Koweït, mais qui n'ira pas jusqu'à l'écrasement du régime de Saddam Hussein. Ça, il faudra attendre une dizaine d'années plus tard, comme vous le savez. Et puis rapidement, si vous voulez, les choses vont se détraquer et en Europe commencent 10 années de guerre, de dissolution de la Yougoslavie dans le sillage de la fin du communisme. Je vous l'ai rappelé tout à l'heure au début du cours, c'est un des grands traumatismes de cette période sur le plan international. Et puis arrive assez rapidement, alors bien sûr, en parallèle à tout cela, on a eu depuis les années 80, je vous l'ai dit, en filigrane, bien sûr, la montée d'un nouveau péril qui est l'islamisme radical. C'est évidemment 1979 en Iran avec Khomeini, et puis ce même Khomeini disparaît en 1989, il meurt, et néanmoins l'Iran reste évidemment une grande menace, et ça va être surtout la diffusion via notamment les suites de la défaite soviétique en Afghanistan, de l'installation évidemment de groupes terroristes comme Al-Qaïda, et tout ça va mener progressivement, je ne vous fais pas une histoire ici du terrorisme, on n'a pas le temps, aux fameux attentats du 11 septembre 2001, qui sont donc cette opération menée par évidemment Ben Laden et le groupe terroriste Al-Qaïda, dont l'idée, je le rappelle, alors vous le retrouverez dans le cours, j'ai répété plein de fois, était de frapper vraiment les États-Unis sur le plan symbolique au moins 3 fois, dans 3 zones différentes, détruire, enfin frapper le complexe économique avec la destruction du World Trade Center. Bon, je vous rappelle, après tout ça a fait près de 3000 morts, bon, je ne reviens pas dessus, on n'a pas le temps ici maintenant de ça. Frapper, bien sûr, le cœur du pouvoir militaire avec, bien sûr, tenter de détruire le Pentagone, à côté de Washington. Et puis 3, c'était le dernier avion qui avait été détourné et qui n'a pas abouti parce que les passagers se sont révoltés, et où il y aurait eu aussi, c'est pas encore très clair, il aurait été abattu par la chasse, par les F-16, lancés quand même contre lui, parce qu'on savait que son objectif c'était la Maison Blanche, ou peut-être encore plus symboliquement le Capitole, le grand dôme du Capitole, symbole évidemment de la démocratie nord-américaine, et qui aurait été détruit par ce Boeing.
cette fameuse Boeing qui s'est crashée à Shanksville, hein, c'est le fameux vol 93. Enfin, il y a eu énormément de trucs qui sont sortis sur le 11 septembre. 11 septembre dont je ne saurais trop qu'en tant qu'historien vous recommander d'être prudent, n'est-ce pas? Parce que comme vous le savez, c'est une énorme histoire qui donne lieu à beaucoup de théories qui fleurissent partout sur Internet. Je n'y reviens pas, je pense qu'il faut essayer de se baser beaucoup là-dessus sur les faits, tout en gardant un esprit où, évidemment, on a le droit de se poser des questions, mais ces événements sont néanmoins là, indubitables, et ils vont provoquer, hein, le 11 septembre, vont provoquer deux guerres, hein, la première sera donc le retour de l'armée américaine, effectivement, enfin, le retour des puissances étrangères, en tout cas en Afghanistan, pour commencer, où on va renverser le régime des talibans, qui sont eux-mêmes revenus au pouvoir. Hein, je n'invente rien sur l'ironie épouvantable de la période actuelle. Hein, mais à cette époque-là, les talibans perdent le pouvoir qu'ils avaient récupéré, dont ils s'étaient emparés après que les soviétiques aient quitté l'Afghanistan, après 89. Et donc va s'installer un régime là pro-occidental, mais fragile, hein, et qui, dès qu'il y a eu le dernier départ des soldats américains, vous l'avez vu à l'automne dernier, eh bien, s'est effondré très rapidement, ce qui n'est pas de bon augure, surtout quand on parle du second conflit qui a lieu à la même époque, celui pour lequel il y aura donc cette fois-ci un veto de la France à l'ONU, c'est l'Irak, parce qu'on considéra que Saddam Hussein était complice aussi des attaques du 11 septembre. Je vous renvoie à tout ça à l'époque, au grand discours du ministre des Affaires étrangères de l'époque, Dominique de Villepin, hein, à l'ONU, au Conseil de sécurité, tout ça sont des morceaux d'histoire importants à connaître là-dessus. Donc cette guerre d'Afghanistan qui a permis la création d'un Kurdistan presque autonome au nord, qui aurait pu exister si le démembrement de l'Empire ottoman au début des années 20 avait été fait en fonction de ce qui aurait dû être fait, c'est-à-dire la création d'une Arménie, mais pleine et entière, pas que l'Arménie soviétique, et d'un Kurdistan. Bon, aujourd'hui, vous savez qu'il y a ce Kurdistan autonome au nord de l'Irak, et vous savez aussi que les Occidentaux vont quitter l'Irak à la fin de cette année, et là aussi, le pouvoir en place à Bagdad restera-t-il? Ça, c'est plus de l'histoire, mais du futur. Enfin, en tout cas, ça vous montre à quel point tout ça est extrêmement fragile et que ces événements récents, vous voyez bien, ce 11 septembre 2001 va marquer donc une césure jusqu'à la période dans laquelle, évidemment, nous sommes rentrés. Alors, je vous demanderai de retenir, alors là, j'insiste là-dessus, vraiment, pour les derniers qui sont restés, de toute façon, vous le retrouverez dans la fiche. La conclusion, en fait, hein, de tout cela, que j'ai donné déjà dans le cours, c'est quoi? C'est les 6 grands points qui marquent, si vous voulez, les relations internationales après 2001. Hein. On est parti, je vous le rappelle, de avant 14, les années 20, les aspects caractéristiques de la guerre froide, et à présent, donc, on termine avec l'après 2001, l'après 11 septembre, et les relations internationales telles que nous les connaissons encore aujourd'hui, et vous jugerez que c'est toujours pertinent. Alors, d'une part, il y a un premier point à retenir, il y en a 6. Le premier point, c'est, j'ai pas cessé de le dire dans mes cours depuis 2008, et aujourd'hui, si on peut dire, c'est quand même la réalité, hein, je crois que personne ne peut le nier, c'est après une vaste période de reconversion de l'URSS, si vous voulez, finissante. Hein. L'URSS disparaît le 25 décembre 1991. Gorbatchev annonce la fin de l'URSS et sa démission devant tous les médias. Et ensuite, c'est la création de la Fédération de Russie, qui existe toujours à l'heure actuelle, hein, dont le premier président a été Boris Yeltsin, jusque en 99-2000. Hein. Et puis depuis 2000, vous savez très bien qui est le leader de la Russie actuelle, c'est Vladimir Poutine. Il est toujours aux affaires. Et qu'est-ce qu'a fait Poutine? Certes, c'est un État, dirons-nous, autoritaire, illibéral selon certains, mais néanmoins, il y a reconstruction du pays, reconstruction économique, lutte contre la corruption, contre les oligarques, enfin, etc. Et puis surtout, un retour sur la scène internationale, dont le premier signe a été, pour ce retour de la Russie,
hein, sur la scène internationale, et bien la crise qu'il y a eu en Géorgie en 2008, où le leader au pouvoir, qui s'appelait Michael Saakashvili, qui était un pro-occidental, a voulu s'émanciper, disons, de la zone d'influence. Hein. La Géorgie était indépendante, bien sûr, depuis la fin de l'URSS, mais il a voulu s'émanciper de façon radicale, en se rattachant beaucoup, enfin en tentant de se rattacher énormément, en demandant l'adhésion à l'OTAN, à l'Union européenne, vers les Occidentaux. Et ça, c'est en 2008. Et qu'est-ce que fait Poutine? Ben, il envoie l'armée. Et évidemment, le régime de Saakashvili disparaît, et la Géorgie rentre, si je puis dire, dans la zone, dans le rang, entre guillemets, ça va dans la zone d'influence. Ce sont les fameux, retenez-le bien, parce que ça, c'est de l'actualité, les fameuses zones rouges qu'a déterminé Poutine lors de sa première entrevue avec Biden cette année à Genève. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit sommet entre les États-Unis et la Russie. Et Poutine a défini des zones rouges, c'est-à-dire des zones d'influence, en fait, hein, de l'ex-sphère d'influence soviétique, ex-sphère d'influence de la Russie de toujours, si on peut dire. Hein. Et la Géorgie en fait partie. L'Ukraine en fait partie, la Moldavie en fait partie. Hein, et quand ça frictionne avec la Biélorussie, vous avez bien vu ce qui se passe, hein, avec la crise migratoire là, qui s'est produite là, il y a un mois, hein, tout juste. Bon, donc vous voyez que tout cela eh bien, procède d'un retour de la Russie sur la scène internationale. C'est le premier point à noter, pour le meilleur et pour le pire. Enfin, j'espère que c'est pas pour le pire. Deuxième point, c'est évidemment les États-Unis, qui deviennent désormais, qui ont été l'hyperpuissance. Hein. Je vous renvoie là au livre d'Hubert Védrine, hein, cet ancien ministre des Affaires étrangères français, qui est un excellent analyste de la situation géopolitique actuelle. Hein. C'est relativement intéressant que de voir ce qu'il raconte, Védrine. Et l'hyperpuissance, évidemment, qui naît de la fin de la guerre froide, qui naît de la fin de la bipolarisation avec les soviétiques, cette hyperpuissance nord-américaine, ben, elle est ébranlée. Elle est ébranlée, elle est fragilisée dans le monde. Ça n'a pas cessé, les derniers épisodes en date le montrent. Donc, retour de la Russie sur la scène internationale, États-Unis, hyperpuissance ébranlée, une Union européenne donc, qui est affaiblie doublement dans sa construction, d'abord par le rejet des traités constitutionnels en 2005, c'est-à-dire que la construction européenne, on le sait, n'ira pas forcément vers le renforcement d'un système fédéral. Hein, ce sera autre chose, quoi, on n'en sait rien, parce qu'on est toujours à l'heure actuelle dans la situation provoquée par la grande crise économique et financière de 2008 et toutes ses conséquences. Donc une Union européenne qui revient sur le devant de la scène, mais qui se renforce, mais qui ensuite est affaiblie depuis un certain temps. Une émergence qui se poursuit de ce qu'on appelle les BRICS, hein, c'est-à-dire cet rassemblement d'États sur le plan économique qui sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Hein. Là, on a évidemment le renforcement de cela, hein, des pays dits émergents, hein, des puissances émergentes hein, qui continuent de se développer. L'Afrique, qui incontestablement sera plus que jamais un des grands défis démographiques en matière de ressources pour le XXIe siècle. Hein. Et puis j'ai mis en dernier point les défis climatiques, hein, auxquels on peut ajouter bien sûr désormais les crises d'aspect pandémique, hein, puisque ça c'est tout récent. Hein. Grands défis climatiques hein, qui n'ont cessé de se renforcer, notamment avec les COP 21 et tout ce qui a suivi. Hein. C'est évident que la question du réchauffement climatique hein, et de tous les problèmes planétaires désormais que l'on connaît avec la pandémie et tout le reste, tout ça fait partie aussi d'une des grandes caractéristiques qui caractérisent nos relations internationales donc après 2001. Hein. Donc je résume. Hein. Après la chute de l'URSS, une reconstruction, un certain retour sur le plan international de la Russie. Deuxième point, les États-Unis, une hyperpuissance ébranlée hein, dans son influence. Troisième point, une Union européenne qui se renforce au début, mais qui ensuite est confrontée à deux grands problèmes. Le premier étant d'ordre effectivement interne avec les problèmes de son futur. Qu'est-ce que fera l'Union européenne plus tard? Est-ce que ce sera une fédération ou pas? En 2005, il y a eu le rejet du traité constitutionnel, ne l'oubliez pas. Et puis la crise économique de 2008 et tous les problèmes qui en ont suivi. Crise de l'UE, crise bancaire, crise de l'euro, pardon, crise bancaire, crise migratoire,
etc., etc. Et à l'heure actuelle, bien sûr, la crise de la pandémie. Tout ça affaiblit, certes, le monde, bien sûr, mais aussi l'Union européenne. Quatrième point, donc la poursuite de l'émergence des puissances émergentes, le renforcement des puissances émergentes autour des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, c'est l'acronyme des BRICS. L'Afrique, toujours défi effectivement pour le XXIe siècle, et enfin les grands défis planétaires, le réchauffement climatique, les COP 21, vous avez vu l'échec de la COP c'est la dernière COP en date qui était en Grande-Bretagne. Bon, la COP 21 avait réussi en France à mettre d'accord tout un tas de pays sur un cahier des charges, et puis ensuite vous avez vu que c'est extrêmement difficile à faire, à coordonner, et le problème, et c'est pas du tout un discours écologiste de ma part, mais vous savez bien que le problème du réchauffement climatique, aujourd'hui, franchement, plus personne ne peut le nier, et c'est un vrai défi planétaire, parce que tous les pays du monde entier doivent se mettre d'accord, et c'est extrêmement difficile, et ça urge, voilà, allié évidemment, bien sûr, aux problèmes d'ordre pandémique que on connaît depuis maintenant 2 années, et qui sont aussi finalement un défi planétaire. On peut mettre les grands défis planétaires en 6e point, ce serait accepté dans une question de partiel. Voilà, et ben j'ai terminé en 1h30, bah oui, parce que bon, bah oui, quand même, balayer un siècle d'histoire aussi dense, c'est difficile en une petite heure. Je remercie les 9, moi compris, donc ça fait 10 qui sont encore là. Je vais mettre cette séance donc en ligne. Elle sera ce soir, je pense, sur ma page YouTube. Je vous enverrai aux 80 d'entre vous qui êtes inscrits dans mon cours le lien. Comme ça vous aidera à réviser. Puis je vous enverrai les petites fiches qui vont avec, pour que vous puissiez réviser sereinement le partiel. Alors d'ici là, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Si certaines souhaitent même des questions, enfin je dirais un dialogue plus renforcé sur certains points, je suis disponible. On peut prendre des rendez-vous, ou sinon des mails que vous pouvez m'envoyer, je répondrai en détail, comme je l'ai déjà fait d'ailleurs pour certaines ou certains d'entre vous. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir suivi ce cours, d'avoir tenu le coup d'un cours intégralement confiné depuis le mois de septembre. Bon, j'espère. Alors juste 2 dernières choses. J'ai un 2e cours que je donne dans l'année à la Sorbonne Nouvelle, qui est un cours au 2e semestre d'1h30 aussi, qui est au sein du BET aussi, et qui s'appelle l'histoire de l'Europe centrale et des Balkans. Ça ressemble un peu à celui-là, mais évidemment l'aspect international est recentré sur l'Europe, bien sûr, puisqu'il s'agit de l'histoire de l'Europe centrale et des Balkans, de 1914 à 1990, on s'arrête au début des années 90, à cause de la chute du mur de Berlin. Donc ce cours, sachez que vous pouvez le suivre. Et je prie le ciel pour qu'il ne soit pas lui aussi en visio. Où est-ce qu'on en sera au début du second semestre, fin janvier 2022? Bah écoutez, j'espère que ça sera mieux et que ça pourra se produire en réel dans une salle. Sachez qu'en réel, bah, c'est la même chose, sauf que je projette tout ce que vous voyez dans mes cours sur un vidéoprojecteur, évidemment, et en plus je fais le show, si je puis dire, sur l'estrade. Voilà, je suis pas derrière ma webcam, mais bon, voilà, on verra. Si vous voulez rejoindre ce cours, sachez que vous pouvez. Il suffit de vous inscrire simplement au second semestre dedans. Voilà, et donc je le sais aussi, vous êtes toujours toutes et tous très demandeurs de ça. Je fais des lettres de recommandation pour les divers projets que vous avez, soit pour intégrer des L3 particulières ou entrer dans des masters. Je fais les lettres de recommandation. J'en fais toujours simplement, il suffit de me le demander, je la fais. Certaines d'ailleurs m'ont déjà demandé, et je l'ai fait d'ailleurs. Donc voilà, je fais aussi ça. Voilà. Eh bien, merci Ediomo, puis je vous remercie toutes et tous. On va donc maintenant, comme on dirait dans la vieille ORTF, je vais rendre l'antenne. Voilà, et je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous surtout, parce qu'on est dans une période malheureusement de reprise. Au revoir, merci.
Au revoir Ilona, voilà. Au revoir Colline, au revoir. Voilà, merci à vous tous pour votre participation. Et puis donc, bah, écoutez, à jeudi prochain pour un partiel réussi. Hein. Voilà, allez, au revoir. Portez-vous bien surtout, voilà, c'est le plus important. Voilà, merci.